tous. Tout d'abord, merci aux étudiants du Master 1 et Master 2, de M1 et M2 du Master Sciences du Mouvement et Ergonomie de l'UFR STAPS, de nous accueillir aujourd'hui, et puis à la bibliothèque de mettre ces locaux à disposition. Donc ça nous rajeunit, le docteur et moi, parce que ça fait quelques années, le docteur plus que moi, quelques années que nous n'étions plus revenus à la fac. Donc on a le plaisir et la lourde charge de parler devant vous de l'emploi et du handicap avec la modeste contribution du Conseil général de l'Ordre. Et je remercie en cela Cédric d'avoir pensé à nous, puisque nous avons eu la chance d'avoir Cédric Blais en stage pendant plusieurs mois au Conseil général pour la mise à jour de notre document unique, et qui a pensé à nous pour vous présenter notre expérience. Alors tout d'abord, l'Orne, bon, je ne vais pas vous faire la fronde ou faire un exposé sur l'Orne, c'est pas l'objet, mais c'est un département rural, avec quelques petites villes, la plus grosse étant Alençon, dans lequel il fait bon vivre, et qui se modernise malgré tout. Je suis donc directeur des ressources humaines du Conseil général de l'Orne. Le Conseil général, c'est pour quelques semaines encore ce que représente le département, parce que nous changeons de nom 29 mars, nous serons conseil départemental. Donc un département très étendu, en forme un peu de banane. Et la particularité des départements, ce sont les missions des départements qui sont très variées. Et nous pouvons citer parmi les plus importantes la gestion des collèges, donc inévitablement sur l'ensemble du territoire, la gestion des routes, donc sur l'ensemble du territoire également, avec des métiers très variés et souvent très physiques. Bien évidemment, il y a tous les métiers économiques, administratifs, travailleurs sociaux. J'ai oublié une des grandes compétences que sont les travailleurs sociaux, pour qui les difficultés ne sont pas physiques, mais plutôt psychologiques. C'est une grande pression des usagers de leur service. Alors le Conseil général, au-delà de ses missions, ce sont 1385 agents, plus féminisés que d'autres structures, essentiellement dû au fait que les travailleurs sociaux sont très nombreux et l'administration, donc c'est des métiers très féminisés. Une moyenne d'âge qui évolue avec le temps et qui vieillit, puisqu'on prolonge le temps de travail. Donc nous sommes à 47 ans et cette moyenne n'a pas trop augmenté par rapport à l'année précédente, puisque nous avons recruté un peu plus de près de 50 emplois d'avenir, donc des jeunes de moins de 25 ans, ce qui a permis de contenir, même si ce n'est pas un objectif bien évidemment, de maintenir la moyenne d'âge. Mais 47 ans, ça commence à être un moment, et on le verra avec le docteur, un âge où les gens peuvent avoir des soucis de santé, et donc le maintien dans l'emploi va prendre toute sa place. Une ancienneté dans la collectivité de 11 ans, et nous avons une masse salariale de 51 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Alors, le maintien dans l'emploi, c'est essentiellement évidemment pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Le docteur reviendra plus précisément sur des définitions. En tout cas, pour l'Orne, nous avons aujourd'hui 52 agents reconnus travailleurs handicapés, 28 agents bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité, 10 agents sont officiellement reclassés, donc on les intègre parce que nous avons eu, dans le cadre des procédures administratives, l'accord du comité médical ou de la commission de réforme pour les changer d'emploi, donc un agent d'un collège qui passe dans un service administratif par exemple, ou d'ailleurs qui peut rester dans un collège mais sur un poste d'accueil. On verra aussi là un exemple avec le médecin. Des agents qui bénéficient d'aménagement de poste, là aussi très formalisés, nous en avons 11. Alors, nos BEE sont très, très suivis maintenant depuis quelques années. On verra pourquoi. C'est pour ça que les chiffres sont peut-être un peu sous-estimés, mais on ne peut parler que de ce que nous avons enregistré. Et nous avons un taux d'emploi de 6,60 hors unités que l'on pourrait rajouter suite à l'usage que nous faisons des services d'ateliers protégés, des AT, etc. Donc on peut dire, je pense que nous sommes à 7, sachant que pour le Conseil général de l'Orne, le 6% d'obligation pour l'employeur, sinon contribution au FIPHFP, c'est pour nous un plancher. Et on est parti d'assez loin, puisque nous avions 3,94% de BOE en 2009. Donc en quelques années, le travail de maintien dans l'emploi a porté, si j'ose dire, ses fruits, tant pour les agents, parce que ça reste la priorité,
que pour la collectivité, puisque du coup nous ne payons plus de contribution au FIPHFP. Alors les origines et les causes du handicap, alors handicap au sens large, c'est-à-dire les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi, ce sont des chiffres nationaux que je vous ai mis, auxquels nous collons pratiquement, hein. Les pourcentages sont quasiment les mêmes. Donc 22% sont en difficulté pour des raisons de santé à la naissance, 19% ensuite à accident du travail, 14% pour des accidents hors travail, ça peut être un accident de la route, un accident ménager, et puis 45% dû à l'âge, puisque notre population vieillit. Donc inévitablement, ça reste la cause principale maintenant de traitement de pathologies pour nos agents. Alors, en tant qu'employeur, on le verra par la loi de 2005, nous avons une obligation, c'est le maintien dans l'emploi de nos agents. Et c'est bien la motivation, ce qui nous anime par rapport à ces agents qui peuvent être en difficulté. Mais nous avons aussi un objectif, c'est aider au recrutement d'agents reconnus travailleurs handicapés, puisque là aussi, il faut qu'on travaille, on ne travaille peut-être pas assez, mais on y travaille ardemment, le recrutement de travailleurs handicapés. Alors, l'Orne a fait fort ces 2 dernières années, puisque nous avons recruté 2 travailleurs handicapés, soit par mutation, soit par recrutement direct, et nous avons recruté 2 emplois d'avenir, vous savez, les emplois aidés, travailleurs handicapés. Nous étions d'ailleurs le premier emploi d'avenir handicapé de l'Orne. Alors, ce n'est pas une fierté en soi, bien évidemment, mais c'est pour montrer que la collectivité, notre collectivité, a ce sentiment d'aide et de soutien à la population ornaise, et en particulier par le soutien de l'insertion des jeunes. Et c'est d'autant plus difficile pour un jeune handicapé de trouver un emploi que pour un jeune non handicapé, même si malheureusement beaucoup d'entre eux ne trouvent pas d'emploi. Alors, je ne sais pas si on voit bien cette diapo, je suis désolé. Alors, quels sont les acteurs du reclassement? Alors, reclassement au sens large, parce que ce soit un recrutement ou un reclassement, ce seront les mêmes. Au cœur du dispositif, il y a un agent, on appelle agent dans le public, qui a des besoins, propres, et chaque agent est différent. Alors, nous avons plein d'acteurs autour de cet agent, et les acteurs travaillent bien pour l'agent. Tout d'abord, le médecin traitant, qui donne des informations à la collectivité et aux médecins du travail. Nous avons les collègues. Les collègues sont c'est peut-être la cause la plus difficile à défendre d'ailleurs, auprès d'eux, ce sont les collègues qui facilitent ou pas l'intégration et le maintien dans l'emploi. Quoi de pire pour un agent que d'en s'entendre dire ou de comprendre, même si on ne le dit pas directement, que tu as un handicap, donc forcément on va faire ton boulot, tu vas bosser moins que les autres, tu vas être une plaie pour nous, ça va être compliqué, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut faire, tu vas nous casser l'ambiance. Enfin, toutes les images épinales, mais qui sont plus que des images épinales, parce que c'est du concret. On le vit tous les jours, et que ce soit le médecin, que ce soit l'assistante sociale, que ce soit le DRH, on est toujours en train d'expliquer aux équipes de travail qu'accueillir un agent en reclassement, c'est pas forcément avoir un boulet dans l'équipe. C'est quelqu'un qui n'est plus en mesure de travailler dans le service où il est, ou à qui on est obligé d'adapter le poste pour qu'il puisse travailler, mais il travaillera, si ce n'est autant qu'eux, il devrait y tendre, et parfois même, on se rend compte que certains travailleurs handicapés travaillent plus que d'autres parce qu'ils ont à cœur de bien vouloir montrer qu'ils sont capables, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce qui peut amener des agents à faire des excès et à aggraver leur situation d'ailleurs médicale, et le cas dont parlera le docteur tout à l'heure, c'était un cas caractéristique pour nous. C'est un agent qui était donc en difficulté de santé, qui pour compenser son handicap et pour éviter d'être mis à l'index, donnait davantage, encore plus que ce qu'il pouvait donner, et sa santé se dégradait plus vite que ce qu'elle n'aurait dû. Donc bien évidemment, c'est un cas que nous avons pris en charge très rapidement, et le médecin vous expliquera comment et pourquoi. Donc les collègues, c'est vraiment un acteur essentiel dans le maintien à l'emploi, dans le reclassement. L'encadrement intermédiaire et les chefs de service. Là aussi, que ce soit le service d'accueil ou le service d'origine, là aussi, c'est une contrainte. Alors c'est d'autant plus une contrainte quand vous êtes en période difficile au niveau budgétaire pour les collectivités territoriales que sont les départements. Nos budgets sont en diminution, en particulier à cause des dotations d'État qui se réduisent, et nos dépenses qui sont imposées par l'État augmentent, en particulier pour le social. Le social représentant 70% des dépenses d'un département. Donc, et elles ne sont pas toutes compensées.
Donc, il faut faire des économies, ce qui n'est pas choquant en soi, malgré tout, de faire des économies. Et dans le département de l'Orne, comme dans de nombreuses collectivités, nous avons fait le choix de maîtriser la masse salariale. Maîtriser la masse salariale, c'est-à-dire qu'on a 100, on ne dépend pas plus de 100 euros, mais inévitablement, comme il y a un jeu, pour ceux qui connaissent la fonction publique, d'avancement de grade ou d'échelon, il y a une augmentation de cette masse salariale. Pour la maîtriser, on est obligé de supprimer des postes. Donc maintenant, alors je suis arrivé depuis 3 ans et demi au Conseil général de l'Orne, et la maîtrise de la masse salariale, c'est pas moi qui l'ai mise en place, mais c'est la mission qu'on m'a donnée en arrivant, elle n'existait pas avant. Donc le but que nous avons, c'est de bien expliquer aux chefs de service, quelqu'un part à la retraite en mutation, malheureusement des fois en décès, il ne sera pas remplacé, ou alors prioritairement par un agent à reclasser. Et là, c'est le drame. Quand vous avez un chef de service en face de vous et vous dites « j'ai quelqu'un pour toi », ah bon, c'est un agent qui vient de tel endroit. Ah oui, mais il est malade. Non, il n'est pas malade, il a un problème sur son emploi, il ne peut plus lever les bras par exemple, il ne peut plus rester debout, il ne peut plus être avec le marteau-piqueur sur la route, mais il pourra très bien faire ton secrétariat en le formant, bien évidemment. Parce que souvent, il faut former les agents. On en reparlera. Donc les collègues sont à convaincre, mais avant eux, parce que souvent avant eux, c'est le chef qui est au courant, et il faut aussi les convaincre. Alors bien évidemment, le chef de service d'origine, lui, est souvent content de le voir partir, parce que, effectivement, dans le service où il est, le rendement est inférieur, puisque si on change de service, c'est qu'on ne peut plus compenser le handicap ou les difficultés physiques. Excusez-moi. Veuillez m'excuser, je suis vraiment confus. Ensuite, nous avons un partenaire, je vais prendre dans l'ordre où ils sont sur le schéma. Pour l'administration, nous avons une commission de réforme et comité médical qui donnent des avis, voire des arbitrages, sur la situation de nos agents. Globalement, nous sommes suivis, puisque d'abord, nous avons notre propre médecin de prévention qui nous aide à monter les dossiers. Et ce que nous attendons de cette commission de réforme, de ce comité médical, c'est de donner des avis soit sur des congés de longue maladie, de longue durée, des congés de grave maladie pour les non-titulaires, et puis sur les reclassements, on envisage de mettre un agent de tel endroit à tel endroit, voilà la fiche de poste, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est valable ou pas? Il y a les expertises médicales qui viennent avec, donc ce sont des acteurs incontournables pour nous. Ensuite, nous avons les instances paritaires, le comité technique ou le CHSCT, qui sont des instances de dialogue évidemment social sur bien des sujets, mais également en matière d'organisation des services, d'hygiène et sécurité et conditions de travail, et nous essayons avec eux de faire changer les mentalités. Nous avons ensuite un acteur, je vais dire essentiel, qui est le conseiller prévention, puisque alors sur ma diapo c'est encore marqué ACMO, ACFI, on dit plus ACMO depuis 2 ans maintenant de mémoire, on dit conseiller prévention. Le conseiller prévention est là pour prévenir les risques professionnels, il n'est pas tout seul, on le verra, mais c'est un acteur essentiel. Ensuite, nous avons le médecin de prévention, et nous avons la chance dans l'ordre, malgré la difficulté de recruter des médecins, d'avoir encore un médecin de prévention, donc le docteur Ducot à ma droite. Pour quelques années encore, je le motive pour prolonger chaque fois, mais il ne veut pas travailler au-delà de 85 ans. Donc nous avons la chance d'avoir un médecin de prévention dont le métier, contrairement à ce qu'on peut avoir comme image aussi auprès des services, le médecin de prévention, c'est celui qui va mettre des restrictions. Donc ça l'empêchera de tourner en rond. Il n'y a rien de pire quand on est chef de service, et avant d'être DRH, j'étais chef de service dans d'autres domaines, et ailleurs que dans la territoriale. On va arriver à la fiche d'aptitude de l'agent. Port de charge de lourde interdite, pas plus de 5 kg. Station debout, décidément. Station debout à limiter. Mouvement des bras à ne pas faire. Enfin, bon, il y a plein de restrictions. Le médecin est très fort pour en trouver. Et c'est vrai que quand on est chef de service, oh là là, la calamité, comment je vais faire pour travailler? Mais en fait, nous avons, la chance d'avoir un médecin de prévention qui met aussi des restrictions, mais qui le fait dans l'intérêt de l'agent, prioritairement, mais aussi en cohérence avec les besoins du service. Et dès qu'il met une restriction, il nous le dit d'abord, tout en transmettant évidemment la fiche de prévention, la fiche d'aptitude, mais en essayant ensuite de trouver les solutions. Soit on peut les compenser par l'achat de matériel, par exemple, soit en modifiant les méthodes de travail, soit toutes les précautions ou les mesures que l'on peut mettre en œuvre. Donc nous avons la chance d'avoir un médecin de prévention qui pense aussi à la collectivité et à l'employeur.
Il y a les assistantes sociales. Alors, nous n'en avons qu'une maintenant au Conseil général de l'Ordre. Assistante sociale du personnel, qui est plus qu'un bureau des pleurs. Évidemment, les gens vont se plaindre tout le temps. Quand on va à l'assistante sociale, c'est qu'on a un souci. Pas forcément de santé d'ailleurs. Mais les agents qui sont en difficulté, parce qu'ils sont à la limite du burn-out, parce qu'ils ont des problèmes de santé, ils n'osent pas en parler. Et là, la liaison assistance sociale, médecin de prévention est essentielle. C'est-à-dire que l'un et l'autre se renvoient des agents en disant « j'ai détecté ça », alors chacun dans son domaine évidemment, l'un ne fait pas le travail de l'autre, mais c'est un binôme essentiel et c'est un binôme qui, heureusement, chez nous fonctionne particulièrement bien. Je rajouterai, avant de parler de la DRH, l'autorité territoriale qui est responsable juridiquement de la santé de ses agents. Donc si elle ne prend pas elle met pas en œuvre les mesures de prévention en général et de maintien dans l'emploi en particulier, elle peut être traînée devant un tribunal et puis éventuellement condamnée. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver, le risque existe. Et puis la DRH, qui est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça, parce que nous n'avons aucune compétence médicale, nous n'avons aucune compétence sociale, on paye des agents, mais on ne fait pas que ça, heureusement. Et donc nous sommes un peu le chef d'orchestre de tout ça pour faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne ensemble, de façon à, dans le seul intérêt des agents, mais aussi de la collectivité, évidemment. Alors, nous avons une procédure un peu particulière, enfin particulière non, mais qui a été mise en place un peu avant que j'arrive et que j'ai maintenue et peut-être développée. C'est ce que nous appelons le P3S. C'est un groupe de travail pluridisciplinaire pour prévention, santé, sociale, sécurité. Bon, il fallait trouver un nom. Pour être honnête, le nom avant c'était groupe K, et avec la lettre K pour des raisons que j'ignore, et je trouvais que groupe K, dans un groupe K, parler de gens qui ont des difficultés, c'était pas très porteur. Donc on a trouvé ensemble avec l'équipe un nouveau nom qui n'est pas forcément meilleur, mais au moins c'est pas choquant pour l'agent dont on parle. Donc ce groupe P3S, c'est un groupe pluridisciplinaire auquel participe le médecin de prévention, le responsable carrière, ce qu'on appelle chez nous le chef du bureau du personnel, donc pour toutes les questions statutaires qui pourraient être liées à la situation de l'agent, le conseiller prévention, l'assistante sociale du personnel et le DRH. Et éventuellement, si on a besoin, du responsable formation, d'un expert autre de la collectivité, voire un de nos partenaires comme le SAMET ou autres, peuvent être invités, sont parfois invités, mais on est surtout sur la gestion de ces... en pluridisciplinaire interne à la collectivité, avec des réunions mensuelles qui nous permettent de traiter la totalité de nos agents. Bien évidemment, quand il y a une urgence, on traite entre deux réunions, vous vous en doutez bien. Et je n'oublie pas donc tous nos partenaires, que sont Cap Emploi, alors là c'est pour le recrutement, pas pour l'interne mais pour le recrutement, le SAMET, l'ARIADA, le SIADV, Alpha, enfin voilà, il y a plein d'associations avec lesquelles nous travaillons, qui sont, ou d'organismes avec lesquels nous travaillons, qui sont pour nous des ressources complémentaires à nos propres moyens, puisque étant une grosse collectivité, on a déjà des moyens non négligeables pour nous. Alors, les outils du P3S lorsqu'on souhaite reclasser quelqu'un, on commence par des expertises médicales quand on a un doute, donc ça évidemment c'est le médecin qui lui prescrit. On passe par des bilans de compétences quand on a décidé de changer un agent de poste, parce que les agents ont des compétences, même si elles ne sont que agents d'entretien dans un collège. Cette personne a d'autres compétences, en tout cas on essaie de les trouver si on ne les connaît pas d'avance, et ça permet d'orienter le reclassement. La formation, puisque tout agent qui passe d'un métier à un autre a besoin de formation, même s'il a des compétences. L'aide au trajet pour des travailleurs qui sont en difficulté de se déplacer tout seul. Nous avons eu pendant 5 ans une psychologue malvoyante, dont la vue d'ailleurs se dégradait d'année en année. Il y avait le taxi qui permettait de la transporter. Le changement de poste, ce qui nous permet, vu la taille de la collectivité, d'œuvrer assez facilement, même si nous avons une contrainte, c'est que nous sommes territorialement très étendus. Quelqu'un qui est à l'est du département, on a du mal à le mettre à l'ouest, parce que inévitablement, il y a la famille, il y a l'emploi du conjoint, il y a les enfants à la maison. Enfin, donc, on essaie toujours de trouver dans la zone géographique la plus proche de l'agent. Et puis, il y a bien d'autres outils, mais ce sont les principaux. Alors, les actions de notre collectivité se résument en 3 axes essentiels, je crois. Le recensement, qui a été aussi une étape importante pour augmenter notre taux d'emploi des BOE.
et le recrutement d'agents RQTH et assimilés reclassés. Les aménagements de poste, l'accessibilité au lieu de travail et l'amélioration des conditions de vie ont été essentiels. Quand on met une boîte de vitesse automatique à un agent qui ne peut pas bouger facilement son bras, on améliore ses conditions de vie et on lui permet de rester sur son emploi très souvent. Et aussi de venir travailler. Parce que le maintien dans l'emploi, c'est pas juste de garder chez nous, c'est de lui permettre de garder un emploi. Et puis la reconversion professionnelle lorsque on est dans le cas, je veux dire, extrême, si je peux employer ce terme. Alors nous avons quand même un partenaire et une chance, c'est le FIPHFP, qui est l'équivalent de la GFIP dans le privé. Et sans flagornerie, le département de l'Orne est assez novateur et sert d'exemple, a servi d'exemple au FIPHFP, parce que nous avons été partenaires pratiquement dès le début avec eux et nous étions une des plus grosses collectivités. Pardon, hein? Oui. Enfin, toutes les collectivités ne le faisaient pas, donc nous avons très vite conventionné avec eux et notre président, M. Alain Lambert, avait motivé à l'époque, je n'étais pas encore arrivé, cet investissement avec le FIPHFP pour avoir 3 objectifs: une politique d'intégration de tous les agents, une volonté concrète de maintien dans l'emploi par la prise en compte individuelle de la situation de chaque agent, et une réponse à la problématique du bien-être au travail, qui est une problématique qui évidemment évolue tous les jours. Alors, le but c'était de respecter les 6%, et puis, premier point par rapport à la loi du 11 février 2005, quand vous n'atteignez pas les 6%, ça a été progressif d'ailleurs la mise en place, enfin, on versait une contribution à FIPHFP. Donc il ne faut pas se leurrer non plus. La contribution était quand on touche au porte-monnaie, ça stimule, qui que ce soit, et les collectivités aussi. Donc la collectivité que nous sommes a payé une petite contribution les premières années parce que c'était bas, mais bas parce que le taux à payer était faible, et quand on est arrivé à taux plein, on était à près de 130 000 € de contribution. Alors on n'était pas loin des 6%, mais lorsqu'on était, je crois que c'était autour de 5%, on avait 130 000 € de contribution. Donc ça stimule aussi pour trouver des solutions. Et comment on a donc, pour réduire cette contribution ou la supprimer, donc aujourd'hui nous n'avons plus de contribution, deux axes: employer des travailleurs handicapés ou maintenir nos salariés et les déclarer comme tels lorsque leur situation est ainsi faite, malheureusement pour eux, et puis aussi sous-traiter auprès d'entreprises adaptées telles que les ESAT. Alors, très rapidement, la loi du 11 février 2005, nous avons conventionné en 2009 pour une première convention de 3 ans. Le FIP était en train de se restructurer, donc nous avons, l'année 2012 a été une année d'avenant et de convention complémentaire, et nous sommes sur la 3e année de la 2e convention, 2013-2015, donc nous travaillons sur la prochaine convention. Je vous parlais de notre emploi d'avenir. Donc le 11 février 2013, nous signions le premier emploi d'avenir du Conseil général, mais le premier emploi d'avenir handicapé de l'Orne. Et notre président Alain Lambert considérait que le partenariat du Conseil général avec le FIP est en parfaite équation avec des missions des collectivités autour du handicap, puisque j'ai dans la compétence sociale des départements, il y a le handicap avec les MDPH, que vous connaissez certainement. Qui dépendent du département, et la signature de notre premier contrat a représenté, selon les paroles de notre président, elle illustrait le combat du département mené aussi pour l'insertion des jeunes. Je laisse maintenant la parole au docteur Ducot, qui va nous parler de son rôle plus particulier de médecin de prévention. Bonjour, donc, je suis médecin du travail au Conseil général de l'Orne, comme l'a dit M. Etienne. Et un médecin du travail dans la fonction publique, ça s'appelle un médecin de prévention. Donc je vous parlais peut-être parfois plutôt de médecin de prévention que de médecin du travail, mais c'est la même chose. Et puis nous, voilà, c'est mieux. Voilà, et on parle plutôt d'agents que de salariés, hein, mais c'est quand même aussi le même principe. Alors, je vais essayer de vous faire une petite synthèse de l'activité du médecin de prévention
quand il se retrouve donc dans une situation de recrutement ou de maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire d'obligation d'emploi. Alors Étienne vous a évoqué les bénéficiaires d'obligation d'emploi. D'abord, qu'est-ce que c'est, hein? Donc c'est un terme qui résulte de la loi du 11 février 2005. Et plutôt que de parler de personnes handicapées, de personnes en situation de handicap, eh bien, on regroupe tous ces gens-là sous le nom de bénéficiaires d'obligation d'emploi. Il y a d'autres termes, mais voilà, nous on les appelle comme ça. Alors, ça comprend quoi? Ça comprend des gens qui ont bénéficié d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui est accordée par la Maison départementale des personnes handicapées, dont vous a parlé Monsieur Étienne. Ces gens, pour pouvoir bénéficier de cette reconnaissance, doivent avoir un projet de vie. Je vous en parlerai après. Et ça a une importance pour le médecin du travail. Il y a les agents qui ont été victimes d'un accident, alors du travail, mais en fait nous on parle d'accident de service, mais c'est la même chose, ou d'une maladie professionnelle. Et à l'issue de cet accident ou de cette maladie, il y a eu des séquelles qui sont évaluées au moyen d'un taux d'incapacité ou taux de, donc on appelle l'IPP, d'incapacité ou d'invalidité, ça dépend des gens qui ne disent pas toujours la même chose, mais on parle d'IPP, et si l'IPP est au moins 10%, ces gens rentrent dans la catégorie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il y a les agents qui sont reclassés, donc là aussi M. Etienne y a fait allusion, et ce reclassement, quand il est validé par la commission de réforme ou par le comité médical, permet d'inclure ces agents dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les titulaires de la carte d'invalidité, les titulaires d'une pension d'invalidité, il y a encore quelques autres, il y a les veuves de guerre, les militaires titulaires d'une pension, etc. Mais ceux qu'on rencontre essentiellement, je dirais que c'est surtout, donc ceux que je vous ai mis en bleu, hein, les bénéficiaires de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, les IPP d'au moins 10% et les reclassés. Les autres, ça reste quand même assez marginal. Merci. Alors, pour pouvoir parler de ça, vous savez que l'activité du médecin de prévention, c'est une médecine très réglementaire. Et là, dans le cadre du maintien ou du recrutement dans l'emploi, on se réfère à la loi du 11 février 2005. Et que dit la loi pour définir le handicap, hein? Eh bien, elle dit qu'un handicap, c'est toute limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération qui peut être substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc vous voyez que dans cette définition, on retrouve un peu la description des bénéficiaires d'obligation d'emploi. Donc les gens par exemple, qui sont classés, ce sont les gens qui ont eu un trouble de santé invalidant, mais qui ne sont pas reconnus travailleurs handicapés, qui n'ont pas eu d'IPP par exemple. Bon, il y a les gens donc reconnus travailleurs handicapés évidemment. Et puis aussi une petite notion importante, c'est que voilà, l'altération substantielle, elle n'est pas forcément non plus définitive, quoi, hein. Les gens qui sont bénéficiaires d'obligation d'emploi ne sont pas non plus des gens qui sont définitivement handicapés. Alors, en général, c'est plutôt définitif, mais bon, voilà. Alors, vous savez ce que c'est qu'un handicap, je ne sais pas, physique, hein. Par exemple, quelqu'un qui a amputé d'une jambe, par exemple, qui a une difficulté pour se déplacer. Un handicap sensoriel, c'est les troubles de l'audition, de la vision, par exemple. Cognitive, il y a, par exemple, M. Etienne parlait tout à l'heure dans les causes, donc des gens qui ont un handicap de naissance, par exemple, on peut avoir une hypothyroïdie congénitale avec un retard mental, hein, voilà. On peut avoir des troubles de la mémoire, une maladie psychiatrique, et puis on peut avoir plusieurs choses à la fois, hein, voilà. Donc ça c'est la définition du handicap au sens de la loi du 11 février 2005. Et qu'est-ce que nous dit aussi cette loi? Que la personne handicapée a droit donc, à la compensation des conséquences de son handicap. Voilà. Ça, c'est aussi fondamental, c'est un droit qui résulte de la loi. Donc, le médecin doit en tenir compte. Je l'ai mis en rouge parce que je pense que c'est important. Et puis, toujours à la suite d'une conséquence de cette loi, c'est la compensation, hein. Donc, on a droit à une compensation. Donc, et c'est quoi la compensation? Eh bien, ça consiste, au sens de la loi, à répondre aux besoins donc, de la personne. Donc,
c'est plutôt dans le cadre d'un projet de vie, on va le voir après. Et donc dans cette loi nous dit que c'est aussi donc, dans l'insertion professionnelle et dans l'aménagement du cadre de travail. Donc on est en plein donc, dans cette loi. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et puis, lorsqu'une personne demande la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées, on lui demande d'écrire un projet de vie. Hein, donc. Et là aussi, chaque personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi, enfin, les gens qui ont la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, ils n'ont pas tous le même projet de vie. Donc ça veut dire qu'en fait, une personne bénéficiaire de l'obligation d'emploi a le droit finalement de vouloir exercer n'importe quel métier. Bon, après, ça devient plus difficile que ça soit compatible, mais voilà, il a son projet de vie et on se doit de mettre en place une compensation. Donc le médecin doit tenir compte de ça et doit tenir aussi compte du projet de vie, hein, puisque voilà, on doit le respecter. Donc ça, c'était pour remettre dans son cadre donc, le travail du médecin de prévention. Alors, on va se retrouver dans deux cas de figure. Alors, d'abord, il faut savoir que ce n'est pas le médecin qui décide de recruter l'agent ou le salarié, hein, c'est l'employeur, donc représenté ici par M. Etienne, le DRH, et le médecin, lui, ne fait que d'aider l'employeur en lui donnant son avis, mais en essayant d'être impartial, et c'est un avis médical, quoi, hein, mais ce n'est pas le médecin qui décide de recruter ou de pas recruter. Nous, on a un rôle de conseil par rapport à l'employeur, donc il faut bien rester à sa place. Alors, on a deux cas de figure où on est j'allais dire confronté à l'emploi, au maintien ou au recrutement. Le recrutement, c'est dans le cadre d'une visite d'embauche, hein, donc la visite d'embauche est obligatoire. Quand c'est un agent ou un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il relève d'une surveillance médicale renforcée, et il y a obligation de voir la personne avant le recrutement, avant la signature du contrat. C'est une évidence, puisque si jamais, vous verrez après, on n'arrivait pas à compenser, c'est ridicule de recruter quelqu'un qui ne peut pas exercer. La deuxième situation, c'est donc un agent qui est déjà dans l'emploi et qui a eu une absence longue. Et là, le texte prévoit une visite de pré-reprise, hein, au bout de 90 jours. Si l'agent est toujours en arrêt, eh bien, il a la possibilité de demander une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail ou de prévention. Donc cette visite de pré-reprise, elle est à l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin conseil de la sécurité sociale. Et ça, c'est très important, mais je vais vous en reparler après. Et puis, la deuxième occasion, dans le cadre du maintien dans l'emploi, à laquelle le médecin rencontre l'agent, c'est au cours de la visite de reprise, hein, c'est quand l'agent reprend le travail. Et là, c'est pas une bonne chose, parce que quand la personne est en situation de handicap, et que c'est dans le maintien, donc c'est quelque chose qui est survenu pendant l'arrêt de travail, là, quand c'est au moment de la visite de reprise, ça se fait au moment de la reprise, dans les 8 jours qui suivent la reprise, c'est difficile d'aménager le poste de travail et de réfléchir sur la compensation. Alors, je reviens sur cette visite de pré-reprise. Donc, voilà, il y a le Code du travail, hein, nous dit que, voilà, plus de 3 mois d'arrêt, donc on doit organiser, le médecin du travail doit organiser une visite de pré-reprise, et comme je vous le disais, à l'initiative du médecin traitant, du médecin de la sécurité sociale ou du salarié. Alors, quand ce sont des agents qui relèvent du régime général et de la sécurité sociale, le médecin conseil, lui, régulièrement nous envoie le salarié ou l'agent. Quand ce sont des agents qui ne relèvent pas de la sécurité sociale, c'est plus compliqué. Et nous, on n'a pas le droit de convoquer la personne. On doit l'organiser, mais on ne peut pas le convoquer. Bon. En tout cas, c'est très important. Donc, cette visite de pré-reprise, donc c'est toujours le Code du travail, hein, donc elle est faite donc, pour que le médecin puisse recommander des aménagements et des adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, M. Etienne a évoqué le sujet, puis éventuellement des formations professionnelles. Voilà.
Et puis on s'appuie effectivement sur le service social. Hein. Donc dans les services de santé au travail, il y a donc des assistantes sociales, des psychologues, enfin, il y a des ergonomes. Donc on s'appuie aussi sur tous ces gens-là pour réfléchir. Alors, on passe. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux médecins du travail ou de prévention? Qu'est-ce que demande l'employeur? Eh bien, quand il lui envoie donc son agent ou son salarié, il demande au médecin de lui dire si, oui ou non, il a une aptitude médicale. Donc, quel va être le raisonnement du médecin? Alors là, on est évidemment, on parle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, hein, donc c'est des gens qui ont une perte d'efficience à un niveau. Bon. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il doit rechercher pendant sa consultation? Ben, il examine, il y a des données de l'examen médical, voire paramédical, et puis il y a les nécessités, les aptitudes nécessaires pour tenir le poste. Hein. Et donc ce qu'il recherche, c'est s'il existe une adéquation entre le poste de travail et l'état de santé de la personne. Et toujours en ayant à l'esprit ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, et qui découle de la loi du 11 février 2005, le projet de vie, etc., enfin, les principes de compensation. Donc, on se retrouve dans deux cas de figure. Alors, la plupart du temps, il existe une compatibilité entre l'état de santé de la personne et le poste de travail sans avoir d'aménagement particulier. On va donner un exemple. Voilà, vous avez quelqu'un qui s'est retrouvé amputé d'une jambe, par exemple, et qui est sur un poste d'accueil et il n'a pas besoin de se déplacer. Bon, à la limite, ça ne pose pas vraiment de problème, on n'a pas besoin... Alors, on peut quand même lui compenser certaines choses, mais on n'a pas besoin d'aménager fondamentalement le poste de travail. Donc c'est assez simple, on considère que la personne est là. Après, on se retrouve dans un autre cas de figure, soit il y a une incompatibilité donc, entre l'état de santé de la personne et les nécessités du poste de travail. Alors, une petite parenthèse, évidemment, pour que ce soit dans le premier cas de figure ou dans ce deuxième cas de figure dont je vous parle, avec une incompatibilité, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que le médecin connaisse le poste de travail, évidemment. Hein. Voire, éventuellement, dans certains services, on fait appel à l'ergonome pour rechercher. Alors, justement, quand on recherche s'il existe une compatibilité ou une incompatibilité, eh bien, il faut aussi avoir à l'esprit les moyens de compensation possibles. Hein. Donc, il faut connaître le poste de travail. Donc si on connaît déjà, bon, c'est plus simple, mais si en principe on essaye de connaître l'ensemble des postes de travail, mais il y en a beaucoup, et si on ne le connaît pas, eh ben, on va le voir et on répond une fois qu'on a vu le poste de travail. Et alors, si on aboutit à une incompatibilité entre l'état de santé de l'agent et le poste de travail, à ce moment-là se pose le problème de la compensation hein, de façon plus aiguë, et là on doit rechercher la compensation. Alors, moi, je vous ai mis, tout à l'heure, je vous ai montré ce que disait la loi du 11 février sur la compensation. Je vous ai mis ma petite définition. Moi, je considère que les moyens de compensation, hein, c'est tout ce qui permet à l'agent d'occuper son poste de travail en compensant sa perte d'efficience. Alors, une fois qu'on recherche cette compensation, on aboutit à deux conclusions. Soit, ben voilà, il existe un moyen de compenser. Alors, on va prendre un autre exemple. Un agent a une déficience auditive, il est sur un poste d'accueil, et puis il accueille les gens toute la journée. Donc, évidemment, c'est un peu gênant si on n'entend pas très bien, mais il existe des prothèses auditives, c'est un moyen de compensation. Eh bien, on peut donc compenser la déficience partielle auditive, et l'agent est apte à son poste. Alors là, on peut faire intervenir le FIP, qui finance en partie la compensation. Voilà, donc c'est le raisonnement du médecin de prévention. Après, s'il n'y a pas de possibilité de compenser la perte d'efficience, ben là, on aboutit à plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ce qui se passe d'ailleurs la plupart du temps dans le privé. Donc l'employeur, donc le médecin considère que la personne est inapte. Enfin, on ne met pas d'emblée une inaptitude. On met des pistes, des aptitudes résiduelles pour l'employeur, et l'employeur doit essayer de rechercher un poste qui corresponde
donc à ses aptitudes résiduelles. Alors là, une petite parenthèse, ce que je vous dis, ça ne sera pas dit dans le cadre de la visite de pré-reprise, mais dans la visite de reprise, hein, puisqu'une visite de pré-reprise, on ne parle pas d'aptitude. Hein, mais dans le cadre d'une visite d'embauche ou de reprise, voilà, on doit donner des pistes à l'employeur, et l'employeur se doit de chercher un poste pour éventuellement reclasser le salarié. Si il n'est pas possible de reclasser le salarié, eh bien, la personne se retrouve licenciée, puisqu'elle est inapte. Hein. C'est une inaptitude, un licenciement pour inaptitude. Soit on arrive à trouver un poste, ben, on essaye de le maintenir dans son emploi. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu synthétique, mais si c'est clair, voilà. Alors, pour être un peu plus concret, donc on citera un exemple issu du Conseil général. Alors, voilà, je vais essayer de rester à peu près dans le même schéma pour que ça soit plus compréhensible. Voilà, on avait un agent présent au sein du Conseil général sur un poste de maintenance dans un collège qui avait été recruté déjà travailleur handicapé. Et à l'époque du recrutement, ben, alors c'était un confrère qui l'avait mis à, et son état de santé était compatible avec son poste de travail. Bon. Et le problème, c'est qu'avec le temps, l'état de santé de l'agent s'est dégradé. Je vous détaillerai un petit peu dans quelques minutes. Et puis, d'une part, et d'autre part, on a modifié son poste de travail. Vous savez qu'on est en écologie. Et donc, cet agent entretenait, entre autres, le système de chauffage du collège. Et on lui a mis, on est passé d'une chaudière au fioul à une chaudière à bois, avec des écorces, etc. Donc un système beaucoup plus contraignant. Alors, cet agent se retrouvant en difficulté, on a demandé au médecin de prévention de le voir. Donc l'employeur a sollicité l'avis du médecin pour connaître la position du médecin quant à l'aptitude médicale. Et voilà ce qu'on se constatait. C'est un agent qui avait eu une intervention sur la moelle épinière dans disons, il y avait une quinzaine d'années, et une des séquelles de cette intervention, c'était d'avoir une spasticité au niveau des membres inférieurs. Une spasticité, hein, je vous ai mis, c'est une augmentation permanente et exagérée du tonus musculaire. Hein, on tient debout parce qu'on a un tonus musculaire, sinon on tomberait. Et quand on a une spasticité, eh bien, on a une impossibilité de fléchir la jambe sur la cuisse, enfin, une impossibilité ou une difficulté de fléchir la jambe sur la cuisse, voire la cuisse sur le bassin, et aussi de relever le pied. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, alors au début c'était limité, donc il arrivait quand même un peu à fléchir, mais la maladie les séquelles de son intervention s'étant aggravées, eh bien il n'arrivait pratiquement plus à plier la jambe sur la cuisse et à relever le pied ou à fléchir le pied. Donc ça veut dire qu'en fait il marchait en fauchant. Donc c'est quelqu'un qui ne pouvait plus monter les escaliers. Alors son collège était un collège à flanc de coteau, et donc beaucoup de plans inclinés. Hein, donc là aussi, pour monter ou descendre sur des plans inclinés, c'est difficile quand on a une augmentation une spasticité. Voilà, il y avait. Alors, maintenant, donc ça c'était ce que le médecin constatait, donc une augmentation de la spasticité, donc ça devenait plus difficilement compatible avec le poste de travail. Alors le poste de travail, donc c'est, je vous ai dit, l'entretien d'un collège, donc il faisait l'entretien des cours, le balayage, donc il y avait beaucoup de déplacements. Le petit entretien, c'est-à-dire la plomberie, la menuiserie, l'électricité. Donc la plomberie, il faut parfois se mettre à quatre pattes sous un lavabo. L'électricité, c'était pareil. Il y avait la conduite d'un véhicule, puisqu'il fallait qu'il aille, alors ça se passe à la campagne, il fallait qu'il aille acheter des fournitures pour son entretien, donc il avait besoin d'un véhicule, et puis l'entretien des espaces verts générait donc des déchets verts, et il fallait emmener ça aussi à la déchetterie, donc conduire le véhicule. Donc voilà, donc, vous avez d'un côté l'augmentation de la spasticité, et puis de l'autre côté, donc les nécessités liées au poste de travail. Et là, alors,
je suis allé voir le poste de travail avec l'agent pour essayer de préciser les choses, et vraiment, c'était pas possible qu'il reste sur son poste de travail. Donc dans ce cas-là, pour le maintenir, alors, oui, c'est pas très long, il faut que je continue. Donc on va voir le poste de travail, et qu'est-ce qu'on constate? Bon, pour les déplacements, il avait un véhicule automatique, donc là, la compensation existait. Ça, c'était donc pas vraiment un problème. Après, par contre, là, ce qui devenait beaucoup plus problématique, c'est ce à quoi j'ai fait mention tout à l'heure, c'est que pour se déplacer, il n'y avait que des plans inclinés. Et en particulier, pour entretenir la chaufferie, hein, donc vous avez sur la photo donc le plan donc pour y descendre, et c'est une pente quand même assez importante. Et donc, ce qui se passait, c'est que le monsieur, quand il descendait la pente, il tombait. Et quand il a remonté, là, il avait beaucoup de difficultés. Alors, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que quand on marche normalement, quand on monte ou qu'on descend, bon, ça peut être pénible, mais quand on a une spasticité, là, c'est 2 fois plus pénible, quoi. Hein, donc, ça veut dire que son travail lui demandait des efforts considérables. Après, alors, quand il descendait pour aller à la chaufferie entretenir les chaudières à bois, eh bien, il y avait une petite marche, un seuil, qui avait été mis là pour éviter que l'eau s'infiltre dans la chaufferie, ce qui lui créait encore une petite difficulté supplémentaire. Et puis quand il était dans la chaufferie, il fallait redescendre. Enfin, il y avait, donc là je vous ai pris quelques exemples, mais voilà, c'est qu'il y avait plein d'obstacles comme ça qui rendaient le poste difficilement compatible. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez, donc, le principe de compensation, pour la voiture, c'est applicable, mais pour le reste, on ne pouvait pas lui mettre des escaliers roulants, ou des, voilà, ça, c'était pas applicable. Donc, ça veut dire que la personne allait se retrouver inapte. Alors, pour couronner le tout, donc, il y avait, donc, pour alimenter les chaudières à bois, un grand silo, hein, donc, et là, vous avez en photo donc, le couvercle du silo, et ce couvercle, il pèse à peu près 500 kg. Et donc l'agent devait, donc, un agriculteur venait avec une remorque et son tracteur remplir le silo, donc pour le remplir, il fallait ouvrir ce couvercle. Et là aussi, c'était impossible. Bon voilà, donc l'état de santé de l'agent, ses difficultés, sa situation, sa perte d'efficience, et en face, les difficultés pour tenir le poste de travail. Donc ma conclusion, ça a été que ce monsieur, il ne pouvait pas rester sur son poste de travail, hein, surtout que sa spasticité s'aggravait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a, en collaboration donc, avec le Conseil général, on a essayé de rechercher une solution. Alors, je vous ai dit, la solution, la compensation, c'était pas possible. Donc, si on voulait le maintenir dans l'emploi, il fallait lui trouver un poste de travail qui soit compatible avec son état de santé. Et alors, il y a aussi un autre élément, donc M. Etienne y a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'un agent, quand il travaille dans l'Orne, c'est un grand département, et on ne peut pas lui proposer un poste de travail à 100 km de son lieu d'habitation. D'une part. Deuxièmement, il a un projet de vie. Hein. Lui, il se voyait travailler, continuer à travailler dans un collège. Il avait même d'ailleurs réfléchi à certaines possibilités. Donc il fallait qu'on respecte tout ça. Alors on a été voir, comme il voulait rester dans un collège, on a été voir d'autres collèges proches. Alors il y avait des collèges où il n'y a que des escaliers. Alors c'est celui qui lui plaisait le plus d'ailleurs, mais c'était pas possible, quoi. Il était proche de ses vies. Donc ouais, c'est comme quoi, c'est pas si simple. Il y en avait un autre qui était tout à fait plat, qui aurait bien été, donc ça collait bien à ses aptitudes médicales, mais là, comme vous a fait allusion M. Etienne, on ne voulait pas de lui, quoi, hein. Donc c'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Et donc là, quand la personne, si on reclasse une personne sur un poste où ça ne se passe pas très bien, ça se finit mal, quoi. Donc on a bien compris que c'était pas là qu'il fallait mettre. Enfin, on a fait d'ailleurs même un petit essai, si on veut bien. Voilà. Alors, et finalement, on a trouvé un poste d'accueil donc dans un collège qui s'est libéré. Donc là aussi, donc grâce au travail de la DRH qui connaît donc les départs en retraite, les mutations, etc. Et donc M. Etienne a proposé un poste d'accueil donc dans un collège où là l'agent était assis. Alors évidemment, avant d'affecter cet agent sur ce poste, on a commencé par aller voir comment était le poste de travail.
Alors, le poste idéal, ça n'existe pas. Donc, alors, les gens qui sont sur un poste d'accueil bénéficient d'un logement de fonction, donc doivent rester et veiller, assurer une surveillance de l'établissement. Donc ça veut dire qu'il faut aussi aller se promener dans l'établissement s'il y a le feu, enfin pas éteindre le feu, mais enfin surveiller, donc il faut se déplacer. Donc il fallait tenir compte de cette contrainte. Il faut ouvrir le matin l'établissement qui est fermé à clé évidemment la nuit, et puis rouvrir cet établissement, le refermer le soir. Voilà, donc ça oblige à des déplacements. Donc il fallait voir si ces déplacements étaient compatibles avec les capacités de cet agent. On a fait l'essai, c'était concluant. Bon, il y avait 1 ou 2 escaliers, mais bon, ça restait limité, et il arrivait quand même à gérer la situation. Voilà, donc on n'a pas apporté vraiment de moyens de compensation, mais on l'a reclassé sur un poste qui était plus adapté à sa situation. Voilà. Donc voilà, c'est jamais comme dans les livres, hein, il faut tenir compte des possibilités de l'employeur, des possibilités de l'agent, de son projet, et puis voilà, et puis on essaye de, c'est comme ça qu'on essaye de fonctionner. Voilà, je ne sais pas si mon petit exposé était clair. Si vous avez des questions à poser, ben, je suis à votre disposition. Ah oui, alors, pardon, excusez-moi, Monsieur Etienne va vous parler de la conclusion. Alors, docteur. Pourtant, on l'avait répété dans la voiture. Hein. Non, c'est pas vrai. On a parlé bien d'autres choses. Donc, pour nous, pourquoi cette politique handicap et emploi dans la collectivité? Alors, ce sont des grands mots, mais ils sont réels, et vous avez pu le voir à travers les exemples et l'exposé que nous avons fait ce matin. C'est bien l'intégration et l'apport positif de la diversité. Le docteur l'a dit, et c'est vrai, quand on a l'agent en question, quand on l'a proposé dans un collège qui aurait convenu, on nous a clairement expliqué, après 15 jours ou 3 semaines d'essai, que c'était pas possible. On a trouvé tous les arguments pour dire que c'était pas bon. Alors on avait le choix en tant qu'employeur de l'imposer. Mais à partir de là, c'était des problèmes pour l'agent. Donc on a travaillé sur une autre solution que nous avons trouvée, et l'agent est très très content, parce que je le croise à l'occasion, et à chaque fois je lui demande si ça se passe bien, et il est très heureux du choix qui a été fait pour lui et avec lui, parce que c'était important de le faire avec lui. Bien sûr, une dimension citoyenne que nous sommes en tant qu'employeur public, nous n'avons pas les mêmes contraintes qu'un employeur privé, donc nous avons cette dimension citoyenne tant pour les jeunes en insertion, et en particulier les gens qui sont en difficulté physique, et une résolution de problématiques émergentes, qui est le maintien dans l'emploi et le reclassement professionnel, qui est appelé à se développer. On ne se fait pas d'illusions, pour nous, ce seront des dossiers de plus en plus nombreux. Alors évidemment, tout ça, ça se fait aussi avec une politique de prévention. Hein. On ne traite pas le problème que quand il arrive, on essaie de prévenir. Donc les visites de poste que fait le docteur Ducot, que font le docteur Ducot et le conseiller de prévention sur les sites du conseil général, sont importants. Sans prévention, on est sûr d'avoir que des problèmes après. Donc on a parlé de ce qu'on fait pour maintenir dans l'emploi, mais il y a la prévention en premier lieu, et Cédric, par exemple, Cédric Blé, a travaillé sur la mise à jour de notre document unique, qui est un élément essentiel, comme vous le savez tous, de cette prévention. Donc tout ça, c'est pour développer et affiner les données sociales sur les inaptitudes de la collectivité en matière d'arrêt maladie, d'accident de travail, en généralisant les processus de vigilance et de veille de manière périodique, d'agir dès le recrutement. Avant que je n'arrive, a été recruté un agent handicapé dont le poste pouvait être compensé, mais ça a été fait 6 mois après son arrivée. Donc vous imaginez, pendant 6 mois, la personne s'est sentie un peu exclue, ce qui est totalement inapproprié vis-à-vis d'un agent en difficulté. Alors c'est noble d'embaucher quelqu'un dans ces conditions-là, dans les conditions dans lesquelles était cette personne, mais ça doit s'anticiper, c'est-à-dire qu'on décide de le recruter, on met en place les moyens avant, ou en tout cas juste après son arrivée, pas 6 mois après. On a l'impression d'être laissé pour compte. De normaliser, enrichir les fiches de poste, et de constituer une expertise collective avec les équipes pluridisciplinaires et les acteurs internes et externes. Alors je m'excuse auprès des ergonomes, notre médecin nous fait l'ergonomie, nous sommes assez gros pour avoir les moyens de le faire. On a fait un peu intervenir des ergonomes extérieurs à la collectivité, mais ce n'est pas quelque chose que nous excluons, c'est parce que pour l'instant on a les moyens de le faire par nous-mêmes, mais l'ergonomie est évidemment essentielle dans cet accompagnement. Anticiper le traitement des situations d'inaptitude professionnelle, je l'ai dit, et puis notre document unique
qui a été récemment mis à jour, et là aussi, on n'a pas, quand on n'est pas confronté au problème, on ne se rend pas compte de l'importance de ce document. Voilà, bah écoutez, notre présentation est terminée. On est bien évidemment ouvert à toute question, toute remarque, puisqu'il y a parmi vous des étudiants, mais aussi des professionnels. Donc on vous écoute, on est à votre disposition.